Bonjour Jean-Jacques Hano. Bonjour. La première question, quelle a été votre motivation principale pour avoir eu l'envie de mettre sur grand écran le best-seller autobiographique chinois, Le Totem du Loup? Un faisceau de raisons. Un magnifique rapport entre un jeune homme et un animal, chose que j'avais déjà traitée dans les films précédents. Une magnifique explication de la nécessité de l'équilibre entre l'homme et la nature, de l'équilibre entre l'espèce humaine et les autres espèces, et puis un chant en l'honneur des Mongols, de la Mongolie, qui était une région que je ne connaissais pas mais que j'avais envie de découvrir. Et le fait que ce roman soit le roman le plus lu, quand je dis roman, c'est une histoire autobiographique, c'est vraiment arrivé à l'homme qui raconte cette histoire, mais le fait que ça devienne un tel triomphe en Chine m'a intrigué. On a la perception évidemment d'une Chine avec une atmosphère riche en poussière, des rivières qui ne sont pas pures. Et effectivement, on ne sait pas que les Chinois en souffrent et espèrent changer. Ce livre a été un déclencheur. Et le fait qu'on soit venu me demander de mettre ce livre en image m'a infiniment touché. Parce que sans la Chine et sans les États-Unis, on ne peut pas transformer le phénomène du climat qui change. Et là, le fait que ce livre ait permis une prise de conscience de la Chine est une chose très émouvante, qu'on demande à un metteur en scène étranger, si vous voulez, d'agir. Le tout, évidemment, dans un cadre épique, dans un cadre extrêmement touchant, avec un très très joli rapport de ce jeune homme qui me rappelait le mien. À la même époque, moi j'ai été envoyé au Cameroun, lui avait été envoyé en Mongolie pour alphabétiser, et moi j'avais été envoyé au Cameroun pour apprendre le cinéma. Et j'ai eu le même coup de cœur pour ce pays très différent d'une autre, et pourtant qui m'a appris tant sur moi-même. Alors, on l'a dit, c'est une production franco-chinoise. Avez-vous eu des difficultés justement avec la partie chinoise? Ah non. Alors écoutez, là vraiment, un des films, pourtant je fais tous mes films dans une très grande liberté, mais alors celui-là, on m'a donné absolument carte blanche. C'est tout à fait étonnant, c'est inattendu, mais je crois que, enfin en tout cas je sais que mes producteurs m'ont laissé faire pour que justement ce soit ma touche à moi. Donc après avoir lu et relu le roman, j'ai fait un peu comme ce que j'ai fait sur Le Nom de la Rose, si vous voulez. C'est un roman très épais, c'est un roman de 600 pages. Bien entendu qu'on extrait ce qui me plaît, c'est ce que j'ai fait en toute liberté. J'ai choisi mes acteurs en toute liberté aussi, mes décors de la même manière. Et le montage s'est fait sans que personne ne vienne jamais me contrôler. J'ai livré le film que vous avez vu, que les gens vont voir ici, est exactement le même que celui qui va démarrer sa carrière le 13 février, là en Chine, dans quelques jours donc. Alors les loups, ce sont des animaux qui sont très sauvages. Comment se sont déroulées les prises de vue? Alors écoutez, ces animaux sont si sauvages, tellement prudents et inquiets de tout, c'est de là leur force et leur dangerosité. Ils n'écoutent que leur patron, et leur patron c'est pas le dresseur, le patron c'est le chef de meute. Donc il faut que le dresseur ait un rapport très particulier avec le chef de meute, et afin d'avoir ce rapport particulier, il a fallu commencer au biberon. C'est-à-dire que c'est des petits loups qui ont grandi dans ses bras, dans les bras de son équipe. Lui est le meilleur dresseur de canidés du monde, il vient du Canada. Il avait déjà des loups chez lui, mais moi j'ai voulu des loups mongols. Donc j'ai été choisir les papas et les mamans. Il y a des loups en surnombre dans ces eaux. Et nous avons donc recueilli ces loups en surnombre. Nous en avons eu 35, 3 générations. La première génération, 3 ans après, c'était devenu les adultes qui sont donc les peut-être adultes. Et puis il y a une génération intermédiaire d'adolescents. Et puis comme c'est l'histoire du petit loup, les bébés loups naissent tous au mois de mars, fin mars. Et nous avons commencé le tournage en avril pour accompagner sa croissance, car on ne peut pas tricher. Il n'y a aucun loup qui naît en dehors de ce créneau extrêmement rigoureux. Ce qui était très favorable pour le film, parce que du coup,
Ce que vous voyez à l'écran, c'est la vérité. Les petits loups naissent dans la steppe au moment où la steppe est toute brune, et puis vient le printemps, les premières herbes, les premières fleurs, puis ensuite ces paysages extraordinaires de verdure, et puis ensuite la steppe roussit, blondit, jusqu'à redevenir beige, et notre petit loup à la fin du film a la taille adulte, et c'est bientôt l'hiver. J'ai cru comprendre ou lire qu'il y avait une partie technique relativement importante, beaucoup de caméras probablement. Il a fallu peut-être habituer tous ces loups à voir la présence des caméras et pouvoir malgré tout évoluer. C'est la grosse difficulté, si vous voulez. Quand j'ai tourné l'ours par exemple, les ours ils voient pas trop clair, ils s'en foutent un peu, ils sont puissants, ils savent qu'ils craignent rien. Même chose quand j'ai tourné Deux frères avec les tigres. Les tigres sont en haut de la chaîne alimentaire, ils n'ont pas peur. La grande difficulté avec les loups, c'est qu'ils ne sont pas en confiance. Et que là, nous avions 5, 6, 7 caméras tournées dans leur direction, et 600 personnes, puisque notre équipe était aux alentours de 480, plus les acteurs, plus les chauffeurs, tout ça, ça faisait une troupe énorme. Donc, la difficulté, coucou, il y a un truc qui est tombé, bon. C'était la difficulté principale, de faire que les loups se sentent à l'aise et puissent être complètement naturels, alors qu'il y avait 600 perdus qui étaient braqués vers eux. Et ça demande beaucoup de temps de tournage. Ça impose que personne ne bouge sur le plateau, parce que vous avez un technicien qui bouge, eh ben, les loups sont complètement distraits, ils ne regardent que ça, ils le prennent pour un lapin, ils sont prêts à bondir. Donc ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'apprentissage. Ça a demandé un investissement considérable, non seulement en temps, mais matériellement. On a construit 4 hôtels pour loups. Quand je dis hôtel, c'était vraiment des lieux très spacieux, de la taille de 3 terrains de football, avec pour chaque loup sa chambre à coucher, sa salle à manger, ses toilettes, le tout donnant sur une aire de jeu commune, et le tout donnant aussi sur une aire de répétition, pour familiariser pendant donc 3 années les loups aux différentes situations auxquelles ils allaient être confrontés. Des choses toutes simples, comme par exemple sauter sur une estrade. Ça a l'air de rien, mais si vous n'avez pas, vos loups ne sont pas préparés, vous ne pourrez pas après, dans une attaque nocturne où les loups sautent sur des chevaux, vous ne pourrez pas avoir un loup qui saute sur un faux cheval, puisque évidemment ces scènes entre les animaux requièrent tous les trucages, tous les trucs de magie du cinéma. Bien évidemment qu'on ne va pas mettre nos animaux en danger. Ça, c'est une difficulté supplémentaire. En plus de ça, il a fallu parquer tous nos lieux de tournage parce que les loups auraient été prompts à se sauver. Et s'ils se sauvaient, ils allaient évidemment attaquer un troupeau. Et en attaquant un troupeau, ils allaient se faire tuer à leur tour. Donc il a fallu avoir une très grande vigilance pendant tout le tournage. On a construit donc tous ces eaux de façon à ce que nos loups ne soient pas fatigués quand ils arrivent au tournage. On ne pouvait pas les transporter plus d'une demi-heure. Comme j'ai changé de lieu pour offrir les paysages de la steppe tels que vous les avez vus, qui sont des paysages complètement exceptionnels, mais il faut quand même y aller à ces lieux. C'était toujours, pour nous techniciens, au moins 1h30 de voiture. Pour les loups, pas plus d'une demi-heure. Donc on a construit à chaque endroit une aire de repos qui soit similaire à la précédente, de façon à ce que les loups ne soient pas déstabilisés. Donc si vous voulez, il y a toute une analyse de la psychologie des loups qui est absolument nécessaire et qui est évidemment inconcevable si vous n'avez pas le temps de préparer et donc les investissements qui conviennent. Bon, ce dresseur qui est venu avec sa femme habiter Pékin pendant 3 ans avant que nous commencions à tourner. Et après, il y a 2 ans de tournage. Alors justement, c'était une question que je voulais vous poser. S'agissant des acteurs, comment vous les avez trouvés et sont-ils des professionnels? Ah oui. Les acteurs qui jouent les rôles de Chinois de la ville, qui viennent donc en Mongolie, ce sont des acteurs qui sont très célèbres d'ailleurs maintenant, qui sont vraiment au top du box-office. Et les Mongols, que vous voyez, sont d'authentiques acteurs mongols. Mais alors, à la différence de Los Angeles, à Los Angeles, les acteurs, quand ils ne sont pas acteurs, ils sont chauffeurs de limousine ou ils sont serveurs dans les restaurants. Là, les acteurs mongols, quand ils n'ont pas de boulot,
parce qu'il y a quand même une télé mongole qui arrose sur 40 millions de gens quand même. Ces acteurs sont bergers ou éleveurs de chevaux. Un de nos acteurs, je crois qu'il avait 2000 chevaux, ou peut-être 20 000, parce qu'en Chine, vous savez, les chiffres sont toujours hallucinants. Ça a été un gros avantage pour moi, parce que les scènes que je leur demandais de faire, ils les connaissaient, ou bien ils avaient vécu eux-mêmes, ou bien leurs parents les avaient vécus. Ce que vous voyez dans le film, non seulement a été vu par un auteur, mais aussi confirmé par les gens qui étaient sur mon plateau. Donc le grand bonheur, ça a été de rencontrer village après village, quand je faisais des repérages. Le soir, je mangeais au bistrot du coin, et les acteurs ou les gens qui faisaient partie de petites troupes ou des chanteurs venaient me voir, c'était très amical, c'était très sincère, et du coup j'ai pu les recevoir autrement que dans ce qu'on appelle casting session, vous savez, qui est un tout petit peu froid, vous avez des gens qui attendent comme chez le dentiste, que j'aime pas du tout. Là, comme j'ai eu beaucoup de temps à trouver des décors, quasiment un an, qui a à peu près 40 000 km de 4x4, j'ai eu la chance de rencontrer les gens dans leur terroir, ils me présentaient leurs parents, leurs enfants, c'était très très touchant, et je suis vraiment toujours très attendri quand je repense à ce tournage magnifique. Pour terminer cet entretien, j'ai cru comprendre que vous aimeriez réaliser un film de science-fiction. Est-ce vrai et est-ce que c'est toujours dans vos projets? Écoutez, j'ai en fait flirté avec la science-fiction. Il y a des éléments presque de science-fiction dans des films comme La Guerre du Feu que j'ai fait, ou Le Nom de la Rose. Mais la vraie science-fiction, en fait, j'ai passé pas mal de temps à travailler sur un bouquin qui s'appelle Fondation, une série de bouquins de Asimov. Et tout ça pour nous rendre compte qu'en fait, George Lucas avait tout déjà pompé dans le bon sens du terme, c'est normal qu'on ait des influences, et que Star Wars est une espèce d'adaptation de ce bouquin. Mais oui, j'ai toujours des propositions dans ce sens. Moi-même, j'ai quelques idées qui m'amusent et que j'aimerais porter à l'écran. Comme vous le savez, j'aime bien changer de genre. Je fais des films aussi divers que Stalingrad, L'Amant, L'Ours, et là, je ne dis pas non à la science-fiction. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire encore parce que les propositions affluent et puis moi j'ai besoin d'accompagner mon film jusqu'au dernier moment. Là, je pars en Chine pour accompagner la sortie et puis ensuite dans de nombreux pays d'Europe, donc je suis jusqu'au mois d'avril complètement embarqué encore dans mon histoire d'amour avec Le Dernier Lieu. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien, Jean-Jacques Hano. Merci, ça fait un grand plaisir pour moi de te revoir et de parler du monde des Alouettes. Merci beaucoup.